Le docteur Hyacinthe Ouédraogo est notre invité du jour. Il est titulaire d'un doctorat unique en histoire africaine et également enseignant-chercheur. Avec lui, nous revisiterons un pan de l'histoire africaine, justement, relation avec la France, contribution, rétribution et conséquences. Bonjour et merci d'accepter cette invitation. Merci bien, bonjour Monsieur Kabouri. Alors déjà en tant que titulaire d'un doctorat en histoire africaine, la question que j'ai envie de vous poser, comment est-ce que vous décririez le type de relation que l'on a toujours connu entre la France et un certain nombre de pays africains, notamment les pays francophones? Je crois que en quelques mots, ce qu'on peut dire sur la nature de ces relations, ça a toujours été la dictature, la surexploitation, des rapports de domination depuis donc des siècles jusqu'à nos jours. Parce que tout commence, quelqu'un a dit quelque chose de très fondé, que le malheur de l'Afrique a été un jour d'avoir rencontré la France. Et pourquoi cette personne dit cela? C'est parce que depuis que l'histoire africaine est entrée au contact donc de la France ou de l'Europe, des puissances impérialistes, notre civilisation a été exposée à la dégradation, à la déchéance continue jusqu'à l'époque où nous sommes. Tout part donc de l'esclavage. L'esclavage où l'Europe va donc s'appuyer sur l'Afrique pour non seulement se développer elle-même, mais aussi la mise en valeur du nouveau monde, l'Amérique. Ça même, les faits sont récents. Sinon, l'esclavage, même dans ses pratiques anciennes, remonte encore un peu plus loin, avant donc la mise en valeur donc de l'Amérique. Et on saute les étapes pour tomber rapidement au niveau donc de la conquête coloniale. La conquête coloniale, Jules Ferry l'avait dit, que la conquête coloniale est fille, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. C'est pour dire que c'est parce que l'Europe s'était développée, l'Europe avait mis en place une industrie, l'Europe avait besoin de matières premières et de marchés qu'elle s'est tournée pour faire ce qu'on appelle la politique coloniale. Donc on sait déjà que ce n'était pas une mission de civilisation, une mission donc d'émancipation des peuples africains qualifiés de peuples barbares, mais c'était donc pour des visées économiques et autres. Ce qui va donc consacrer l'une des barbaries de l'histoire de l'humanité, à savoir la conquête coloniale, avec toutes les horreurs qu'elle a comportées, avec donc des populations massacrées, enfumées, des amputations, jusqu'à ce que le blanc arrive donc à s'implanter. Et alors on commence la colonisation, qui a encore été une autre phase de barbarie, aussi cruelle que la conquête, avec tout ce qu'on a connu. Les travaux forcés, encore les massacres de population, quand il y avait des révoltes. Je parle surtout de... C'est tout le système colonial, mais il y a divers types de systèmes coloniaux. Les autres, les Portugais, les Anglais ont eu un système un peu soft, un peu souple. Mais le système colonial français était le plus dur, était le plus cinglant. C'était un système vraiment exploiteur. Et quand vous voyez aujourd'hui, jusqu'à nos jours, la seule puissance impérialiste, la seule puissance, la seule métropole qui continue d'avoir une même mise assez forte sur ses ex-colonies, c'est la France, qui n'a pas appris, à partir des indépendances, à faire évoluer son économie de l'exploitation, son économie de l'exploitation des colonies à une autre forme d'économie qui puisse lui permettre de rester donc au sommet du monde. Quand vous voyez l'Angleterre aujourd'hui, l'Angleterre a fait une mutation de son économie et elle ne compte plus sur des pays comme le Nigeria et autres pour son développement, le Ghana et autres. Mais la France reste toujours attachée, collée à ses colonies parce qu'elle n'a pas appris à vivre d'autres revenus que de l'exploitation donc des colonies sur laquelle elle a dominé depuis donc le début, dans la fin du 19e siècle. Donc, je vais aller vite pour venir maintenant à comment est-ce que la France octroie l'indépendance. Parce que c'est de là qu'on parle de partenariat, parce que nous sommes des États
constitués, nous sommes des États indépendants, alors on parle d'indépendance. Et alors qu'on sait aussi que la France n'a pas voulu donner l'indépendance aux pays africains. C'est parce qu'entre-temps, la France a constaté que l'éveil des consciences, l'émancipation des peuples allait amener les Africains à s'affranchir réellement. Quand on prend le cas de l'Algérie, la France ne voulait même pas laisser l'Algérie. La France voulait faire de l'Algérie un territoire français, voilà, outre-mer. Mais le refus des Algériens et l'engagement, le combat des Algériens, même avant 1960, avait permis aux Algériens de s'affranchir réellement vis-à-vis de la France. Pour éviter que l'Afrique noire aussi que les populations ne se réveillent, ne prennent conscience et éjectent la France totalement. Charles de Gaulle, qui était revenu aux affaires en 1958, ne parlait pas d'indépendance d'abord. En 1958, Charles de Gaulle parlait de la famille franco-africaine. Voilà pourquoi on fait le référendum en 1958. Pour que les colonies, les territoires africains constituent avec la France, j'allais dire, un empire dans le monde. C'était la vision de Charles de Gaulle. Mais entre-temps, ils vont se rendre compte que si on ne donne pas une indépendance sur les papiers à ces peuples-là, ils vont se réveiller, ils vont prendre conscience et un jour, ils vont arracher une véritable indépendance. Voilà pourquoi certains disent que ce sont des indépendances octroyées. Ce n'est pas que par là, on méconnaît le mérite de ceux qui ont lutté à l'époque, les pères des indépendances. Ils ont lutté. Mais c'était plus ou moins des indépendances octroyées pour éviter la véritable indépendance. Donc de 60 jusqu'à 91, 90, la conférence de la Baule, on va assister à des États africains, je parle des États francophones, qu'on dit indépendants, mais qui ne se contrôlent pas. Tout est imposé par la France-Afrique qui a été mise en place pour contrôler les États africains. Ceux qui ne sont pas soumis sont éjectés par des coups d'État, par des putsch. Et les présidents qui sont là, qui ne sont pas soumis, on trouve toujours les moyens donc de les chercher du pouvoir ou en tout cas de créer des problèmes à leur pays. Donc ce ne sont pas des rapports d'égal à égal, c'est des rapports d'écrasement, des rapports donc d'exploitation. Jusqu'à ce que la conférence donc de la Baule arrive, où la France va dire par Mitterrand qu'à partir de maintenant, il faut forcément que tous les États francophones qui veulent, africains même, qui veulent l'accompagnement de la France, adoptent la démocratie. Quand on dit démocratie, la démocratie française occidentale comme mode de gouvernance. C'est par là aussi que par le sentiment et le mépris des Africains vis-à-vis de la politique française en Afrique. Parce que l'Afrique, depuis 90, on va asseoir des démocraties fantoches, des démocraties type occidentale, des démocraties sur papier. Et on va assister donc j'allais dire, à ce démantèlement de nos États. Et on va déboucher donc sur le terrorisme en 2000, pas des années 2010-2011. Et nous allons arriver justement au cours de nos échanges. Déjà, on va rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM que le docteur Hyacinthe Ouedraogo est notre invité du jour. Il est titulaire d'un doctorat en histoire africaine. Déjà, docteur, vous l'avez relevé, pour ce qui est du cas de la colonisation, il n'y avait pas que la France, il y avait l'Europe de façon générale, où les pays essayaient d'avoir des colonies au niveau de l'Afrique. On en vient aujourd'hui à se poser la question par rapport à la France, mais quel a été le rôle et la contribution des pays africains dans l'histoire même de la France? Oui, ça aussi, il faut le dire, hein, je crois que la question elle est très pertinente, parce que quand on écoute aujourd'hui Macron ou certains pays européens, c'est comme s'ils sont en Afrique pour le développement de l'Afrique. C'est comme si depuis que l'Europe et l'Afrique collaborent, entre guillemets, c'est plutôt l'Afrique qui vient l'Europe qui vient au secours de l'Afrique. Tout n'est aussi pas à peindre en noir. Bon, je dirais à 90% en noir. Il ne faut pas dire que exclusivement l'Afrique n'a pas tiré profit de ça, mais c'est surtout l'Europe qui en a tiré profit. Quel a été le rôle des pays africains justement dans l'histoire même de la France? Oui, par exemple, quand on prend rien que la colonisation. La colonisation, aujourd'hui la France se classe parmi les grandes puissances économiques militaires du monde. D'où est-ce que la France tire ce trésor? D'où est-ce que la France tire cette puissance? Quand on sait que la France n'a pas de ressources. Donc la colonisation, l'esclavage ont été d'un grand apport économique
pour la France. Pourquoi aujourd'hui la France refuse de lâcher prise? Ça, c'est la colonisation. Et on en vient à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. S'il n'y avait pas eu ce qu'on appelle abusivement tirailleurs sénégalais, qu'on devrait plutôt qualifier de libérateurs de la France, de combattants de la liberté pour la France, ceux qui ont participé donc à éteindre le nazisme dans le monde là, il y a eu près entre 800 000 et 1 million de soldats africains envoyés pour supporter les alliés à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu près de 45 000 à 60 000 qui sont morts pendant ces guerres-là. Aujourd'hui, la France nous exhibe 58 soldats qui sont morts dans le Sahel pour dire que nous sommes ingrats, on n'est pas reconnaissants. On en viendra tout à l'heure. Déjà, on reste au niveau de l'implication, de l'apport même des pays africains dans l'histoire. Quand on regarde ça, c'est l'apport, même l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. L'Afrique a supporté l'effort de guerre de la France. Parce que la France était à genoux. Dès 1940, la France est occupée par les nazis. Le gouvernement même est soumis. Charles de Gaulle trouve refuge à Londres avant de venir à Brazzaville et puis donc en Algérie. Voilà pourquoi on dit que entre-temps, l'Afrique a été la capitale de la France libre pendant la Seconde Guerre. C'était plus Paris, c'était Brazzaville et après Alger. C'est ça qui a permis, c'est comme l'Afrique a servi de base arrière à l'organisation politique et militaire de la France pour donc avoir aussi l'appui d'autres alliés pour triompher dans la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai parlé donc de l'effort de guerre, j'ai parlé de la contribution stratégique au niveau donc de cette France libre qui s'est organisée à partir de l'Afrique. J'ai parlé de la contribution militaire, près de 800 000 à 1 million de soldats envoyés lors de toutes ces guerres-là. Et il y a tellement d'autres cas qu'on peut citer. Quand on prend aujourd'hui, la France avait imposé ce qu'on appelle l'économie de traite. L'économie de traite, c'est ça aussi qui fait que jusqu'à présent nos économies sont à genoux. Parce que la France n'a jamais voulu qu'on développe des industries en Afrique. On peut produire de la matière première, mais on ne doit pas les transformer sur place. Ce qu'on appelle le régime de l'exclusif disait que les colonies produisent la matière première, mais cette matière première doit être exportée en Europe. Donc c'est une économie de traite, c'est une économie extravertie, et c'est ça aujourd'hui qui nous plombe, et c'est ça qui a permis en tout cas le développement économique de la France principalement. Alors on se retrouve donc dans une relation entre la France et les pays africains, une relation où de part et d'autre il y a eu une certaine contribution des pays africains dans l'histoire de la France et de la France aussi qui est rattachée dans l'histoire africaine. Mais je vous ramène à 2013 où on se souvient il y a eu cette intervention française au Mali. Aujourd'hui, avec justement la sortie du président Macron, on se pose des questions quant à la nécessité, parce que pour beaucoup aussi cette intervention a été vitale pour le Mali et s'en est suivi une intervention dans plusieurs pays de la sous-région, également une présence militaire dans 9 pays jadis. Aujourd'hui, en termes de bilan, est-ce que cela a été utile? Est-ce que le Mali a eu besoin de la France en 2013? Je vais répondre à cette question en 3 étapes, 2 ou 3 étapes. La première étape, Macron peut vouloir bien se tabler sur 2013, mais il ne faut pas qu'il fasse des sauts dans l'histoire. Avant de dire que les Africains ne sont pas reconnaissants. Il est important aussi de parler de 2013 avec cette intervention qui a été toute Je ne dis pas non, mais Macron, s'il veut évoquer l'histoire, qu'il n'enjambe pas les étapes. Si lui, il parle de 2013, j'aurais bien voulu qu'il parle aussi de 2011. Parce qu'il n'y aurait jamais eu 2013, il n'y aurait jamais eu invasion du Mali par les terroristes, s'il n'y avait pas eu intervention de l'OTAN en 2011 en Libye. C'est vrai que c'est une continuité de l'État, mais là on est sous Sarkozy. Non, mais c'est la France. Il ne parle pas en tant que Macron, il parle en tant que chef de l'État français. Et il défend la politique française dans le monde. Et si c'est cette politique française-là, elle a toujours été la même depuis Charles de Gaulle, 1958, jusqu'à nos jours. Les présidents français n'ont jamais changé. Parce que Charles de Gaulle avait dit qu'il faut tout faire pour que l'Empire ne meure pas. On donne les indépendances aux gens, mais l'Empire va continuer de façon souterraine pour donc toujours surexploiter l'Afrique. Donc c'est 2011 qui est donc le point de départ des vagues terroristes qui vont déferler sur le Mali, sur le Sahel. Et c'est la France qui a soutenu le projet
à l'époque au niveau de l'OTAN, et ce sont les avions militaires français qui ont bombardé donc en premier donc les villes comme Benghazi ou en tout cas les villes libyennes. Donc aujourd'hui, Sarkozy et du moins Macron ne peut pas parler de 2013 sans évoquer 2011. Donc ils sont en train de réparer un tort que eux-mêmes ont contribué donc à c'est comme un monstre qu'eux-mêmes ils ont contribué donc à mettre en place. Il faut d'abord évoquer 2011 avant de parler de 2013. Je ne dis pas que l'intervention n'a pas été vitale. Là on l'a fait, venons à présent 2013, cette intervention. Mais l'intervention a été vitale, je n'en disconviens pas. Mais la France, toujours dans ses politiques politiciennes, n'a pas voulu aller au bout. Sinon, on aurait dû finir avec les terroristes en 2013. Mais la France avait donné des frontières à ne pas dépasser. Parce que la France n'était pas venue pour éradiquer le terrorisme, mais pour les stopper. En 2013, la France était venue sur demande express des autorités maliennes, ne l'oublions pas. Mais quand on crée les conditions du chaos, et on se propose, c'est comme Tiken, ou bien c'est pas Tiken, c'est Alpha Blondy qui a dit, ils mettent le feu, et après, ils viennent en pompier. Ils savent créer le chaos, qui va après exiger leur présence. Et ils interviennent, pas pour éradiquer le terrorisme, mais juste pour le stopper. Si vous avez pu le stopper, ils n'ont pas pris Bamako. Pourquoi ne pas les poursuivre et les déloger jusqu'à Kidal? C'est eux-mêmes après qui vont interdire aux militaires maliens de rentrer à Kidal. Le président Assimi Goïta a donné un témoignage très éloquent en la matière après. Entre-temps, vers les années 2015-2016, ils étaient en position de libérer Kidal. Et c'est l'armée française qui va s'opposer. Parce qu'il y avait déjà le dessein, le projet de partition du Mali. Comme on l'a toujours dit, le Sahel est un scandale minier pour la France, pour l'Occident. Il faut tout faire pour créer le chaos, comme on l'a fait en Centrafrique, comme on l'a fait en RD Congo, comme on l'a fait un peu partout. Il faut créer le chaos dans le Sahel et ça va profiter aux multinationales ou en tout cas à l'impérialisme pour exploiter les richesses africaines. Quoi que l'on dise, jusqu'en 2018, pour le cas du Burkina, il y a eu des demandes d'intervention envers la France au plan militaire face à une certaine recrudescence d'attaques terroristes. Pareil pour le Mali, pareil pour également le Niger. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait tout peindre en noir aussi sur l'intervention militaire, notamment dans la zone du Sahel? Pour vous, le bilan, il est comment? Pour moi, le bilan, il est négatif, le bilan, il est noir. Parce que moi, en tant qu'historien, je ne peux pas me tabler sur des faits isolés pour faire une analyse. Pour faire une analyse objective, j'ai besoin de faire un recul dans l'histoire. Et un recul, même si je vais me porter jusqu'en 1960, si la France était soucieuse que les États africains soient des États forts après les indépendances, en 1960, on n'aurait pas signé ces accords militaires secrets qui nous interdisaient d'avoir un équipement par nous-mêmes, qui nous interdisaient donc d'acheter des armes dans le monde sans l'aval de la France. Et après la révolution, on sait, il y a eu des témoignages lors du procès de Thomas Sankara et des gens, des militaires de l'armée burkinabé ont témoigné que quand Sankara mourait, il y avait quand même certains avions de combat. On avait un arsenal militaire qui puissait nous permettre quand même de résister. Mais sous la gouvernance Compaoré, tout a été mis en place pour que cet arsenal-là se désintègre, soit désamorcé. Donc, la France, par les dirigeants qu'il a placés à la tête de nos États, comme les Blaise Compaoré et autres, ont aussi travaillé à ce que nos États ne soient pas forts militairement. Et Cheikh Anta Diop l'avait dit, la sécurité précède le développement. Pour aller au développement, il faut commencer par la sécurité. La France, ne voulant pas qu'on aille au développement, a tout fait pour qu'on n'ait pas un système de défense et de sécurité performant, sachant qu'avec ça, on sera toujours, la France même devrait avoir honte. Si vous avez des États que vous appelez États amis, toi la France, tu es parmi les 5 premières puissances militaires du monde. Et tes amis pays africains sont à la traîne dans le monde, ça devrait être une honte pour la France. Mais pour la France, ce n'est pas une honte. C'est une stratégie pour que ces États restent toujours des États faillis, des États faibles qui vont toujours faire appel à la France pour des stationnements militaires, sachant que quand vous avez des bases militaires ailleurs, vous dictez votre loi et vous pouvez
exploiter les ressources à volonté. On en vient finalement à janvier 2025, où quand on fait le décompte de 9 pays africains qui abritaient des bases militaires françaises d'ici à février 2025, la France ne se retrouvera plus qu'avec 2 pays africains où elle aura des bases, Djibouti et le Gabon. Également, quand on regarde tout cela avec des propos d'un président français qui regrette que certains leaders africains aient oublié de dire merci, quelle est la réaction que vous avez? 2 choses. D'abord, avant de venir au niveau des bases militaires, je commence par la question de merci et la question d'ingratitude que Macron a évoquée. Très rapidement. Je pense que Macron, comme j'ai dit, semble être un parfait ignorant de l'histoire. Macron se fout, tente de tordre le cou à l'histoire. On va utiliser d'autres termes plus appropriés, voilà, si vous le permettez. Pas de problème, mais ça c'est moi ma conviction. Ou en tout cas, Macron veut encore construire un autre narratif contre les réalités que nous avons observées au sein donc de l'histoire. Sinon, dire que l'Afrique est ingrate, je pense que plutôt c'est la France qui est ingrate. Est-ce que la France a déjà dit, même pour reconnaître même que la colonisation fut un tort, il a fallu attendre un siècle plus tard? Aujourd'hui, est-ce que la France est prête pour payer le massacre de Tiaroy, pour payer pour ces 800 000 à 1 million de soldats qui sont partis sur le front, avec ces 45 000 à 60 000 morts? La France est prête? Toute l'exploitation coloniale, est-ce que la France est prête à verser donc des réparations à l'Afrique? C'est elle qui doit demander pardon, et un pardon suivi de réparation. Quant à l'Afrique, l'Afrique a été reconnaissante. Nos présidents sont allés à Pau, ils ont été reconnaissants, ils ont dit merci à la France. Quand il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo en 2015 ou 2016, combien de chefs d'État africains sont partis? Pour moins de 100 personnes qui sont mortes, nous avons des milliers qui meurent. Quel président français est venu donc honorer la mémoire de nos victimes? La deuxième question, par rapport aux bases militaires, je ne pense pas que c'est un démantèlement, même Macron l'a dit, c'est une forme de réorganisation. Et depuis toute l'année 2024, là, la France a pris ça pour préparer une présence invisible mais plus active. Et réorganisation qui, selon le président réorganisation français, a été qui sera en attente avec les mais ça sera Et là encore, il le dit, comme on a été très poli, on a laissé au chef d'État la primauté de l'annonce. C'est pas de la politesse, ça c'est de l'impolitesse. J'ai une publication que je viens de faire sur Facebook. Si la France était un État poli, elle n'aurait pas bombardé la présidence de Gbagbo en 2011. Si la France était un État poli, elle n'aurait pas bombardé Kadhafi en 2011. Si la France était un État poli, elle n'aurait pas participé au génocide au Rwanda. Si la France était polie même là, elle n'aurait pas participé à la conquête coloniale. Donc que Macron arrête de se foutre de la conscience des gens. Encore les termes appropriés. Bon, oui, mais en fait c'est souvent ce qu'il faut, parce que c'est frustrant. On ne peut pas donc se foutre. Bon, je ne sais pas je comprends, je comprends voilà. Aussi l'état dans lequel, l'émotion dans lequel vous êtes. Mais nous allons utiliser des termes appropriés. Nous sommes dans un média aussi qui a ses règles et nous sommes régis par une institution comme le CNC. Le président Macron ne respecte pas les Africains en un mot. C'est comme si on est en train de nous infantiliser et ça fait mal quand on vous infantilise. Pourquoi le président Assimi Goïta a utilisé le terme putschiste dans sa déclaration? Est-ce un défaut de courtoisie? Non. Mais à quelque part là, il faut des réactions aussi à la hauteur du mépris que les gens ont envers l'Afrique. Vous ne pouvez pas venir dire, Macron ne peut pas venir dire que les Africains, que eux ils sont polis, ils ont laissé la primeur de l'annonce. Mais il y a eu ces chefs d'État qui ont annoncé. Tout le monde d'ailleurs, mais tout le monde, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui a tardé avant de réagir, on peut dire par là que c'est un mensonge d'État. Tout le monde, le Sénégal a réagi, le Tchad a dit non. On sait que ce n'est pas l'AES. Donc c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a réagi également hier à travers son ministre en charge porte-parole du gouvernement qui a dit ne pas se reconnaître dans ce qui a été dit par le président français également. Tous ont répondu. Il n'est pas clair parce que tout le monde a répondu en parlant des bases. Mais dans la réponse du ministre ivoirien, il n'a pas parlé des bases, mais il a parlé des combats que la France a livrés pour des Africains, que la Côte d'Ivoire n'en a pas bénéficié. Donc ce que je vais dire simplement, qu'on ne soit pas étonné que on ne voit plus des bases militaires visibles en Afrique. Ça peut arriver. Mais ces bases seront invisibles et seront plus efficaces dans des questions de déstabilisation. C'est le projet, parce que pour la France,
elle est en train de comprendre que sa présence dérange les chefs d'État africains et dérange même les chefs d'État africains qui sont pro-français. La présence militaire les dérange. Donc il faut désactiver ça comme en Côte d'Ivoire et redéployer de façon invisible des militaires qui sont en civil, qui les voient mais qui sont opérationnels. Des bases, des caches d'armes dans des entrepôts invisibles. Et cela le plus souvent même est plus payant que quand vous êtes visible, vous êtes plus facile à être contrôlé. Ma toute dernière question, est-ce que cela donne aujourd'hui raison à ces populations qui ont toujours vu un sentiment paternaliste entre la France et la plupart des pays africains, notamment les pays francophones, mais aussi les présidents français qui ont toujours tendu la main vers la France? Est-ce que cela donne raison à tous ceux qui ont toujours dénoncé ces situations-là? Oui, cela donne raison. Je crois que c'est cela, parce que en dehors de quelques pays dans l'histoire qui se sont assumés, comme le Burkina Faso sous la Révolution, comme ce qui se passe actuellement donc dans le Sahel, où les gens ont le courage de dire, de regarder la France droit dans les yeux, de leur dire ce qu'on pense, le plus souvent, les présidents africains se comportent en enfants, un bon petit de la France. Et la France a toujours cette condescendance, cette arrogance, comme vous l'avez dit, cet esprit paternaliste vis-à-vis des Africains. C'est des gens des marionnettes qu'on peut placer où on veut. Et aussi, comme vous l'avez dit, Sankara l'avait dénoncé, cette mentalité de la mendicité. Les Africains ne sont pas arrivés jusqu'à présent à s'assumer. Dans cette lutte contre le terrorisme, beaucoup avaient dit que si la France quitte le Sahel, les capitales vont tomber quelques mois après. Les gens avaient dit que non. Si par exemple les militaires quittent le Burkina Faso, 6 mois après, les terroristes vont rentrer à Ouagadougou. C'est comme si on ne peut pas s'assumer. Et c'est aussi la même chose pour les questions de développement. C'est comme si l'Afrique ne peut pas aller au développement sans la permission, sans une autorisation de la France ou sans une assistance des pays européens. Et je crois que les consciences sont en train d'évoluer. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont toujours critiqué cela, comme les Laurent Bado, comme les Norbert Zongo, les Jeff Kizerbo, aujourd'hui ont raison. On sait qu'ils ont anticipé dans ces critiques pour dire, assumons-nous. Parce que c'est vrai, il ne faut pas chaque fois accuser l'Occident, la France. Quelqu'un a dit une fois, c'est un chercheur, André Batiana, qu'il faut aussi trouver là où s'arrête la responsabilité de la France, commence notre irresponsabilité. Et c'est cette tendance-là qu'il faut renverser actuellement pour nous assumer pleinement, pour ne pas chaque fois rejeter sur les autres la responsabilité de notre incapacité à nous autogouverner et à aller vers un développement réel, un développement endogène et durable. Merci à vous, Dr Hyacinthe Ouedraogo. Nous sommes au terme du temps qui nous a été accordé pour cette émission. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes un doctorant en histoire africaine. Vous êtes également un enseignant-chercheur. Merci à vous pour la disponibilité. Merci. Également et grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du Déj Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso.